Bonjour à tous et à toutes. Je suis Danielle Bébé, docteur en sciences de l'information et de la communication. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour justement échanger sur cette notion transmédia. Moi, je vais vous parler particulièrement, je viens de le présenter, du design d'une expérience transmédia en présentiel qui matérialise la multimodalité d'un jeu sérieux en ligne. Donc, ma présentation va s'articuler autour de ces éléments. D'abord, je vais vous présenter le contexte, donc finalement, quel est le cadre qui m'amène à concevoir une expérience transmédia en présentiel. Ensuite, je vais partager avec vous la littérature qui m'a inspirée et je vais vous montrer après comment finalement j'ai co-construit cette expérience transmédia et à la fin, je vous montrerai finalement les retours d'expérience qui en sont ressortis à la suite des différents allers-retours entre la littérature, le terrain et mes observations. En ce qui concerne le contexte, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un événement scientifique qui devait avoir lieu. L'événement scientifique devait avoir lieu à la clôture d'un projet européen autour de la multimodalité. Donc, c'est comme un projet européen qui réunissait des Français, des Anglais, des Finlandais, des Danois. Et comme c'était autour de la multimodalité, c'est quelque chose qui m'a tout de suite interpellée. Le livrable de ce projet-là, c'était un jeu sérieux qui avait pour but d'apprendre la multimodalité aux enseignants. Pardon pour la petite faute. Moi, ayant cette antériorité, je crois que l'animation se fait automatiquement. Les aléas du direct. Moi, ayant cette antériorité dans l'expérience transmédia, parce que mon sujet de thèse, c'était le design d'expériences transmédia pour l'engagement en formation. Et donc, durant ma thèse, j'ai proposé une expérience transmédia en présentiel, notamment l'escape room. Donc, elle faisait partie de l'ensemble des expériences que j'ai proposées. Et donc, du coup, faisant partie de l'équipe organisatrice de cet événement, tout de suite, la thématique a fait écho. Durant l'événement, il fallait proposer un atelier pratique de la multimodalité. Et du coup, j'ai proposé de faire une expérience transmédia. Bien évidemment, ça n'avait rien à voir avec ce que moi j'ai proposé durant ma thèse. C'était plutôt une représentation, en tout cas, une forme un peu plus concrète de la multimodalité sous forme d'expérience transmédia tirée du jeu sérieux. C'était une opportunité d'expérimenter l'engagement de l'escape room en formation pour adultes, parce que ça restait toujours des adultes, mais le contexte était différent cette fois-là. En ce qui concerne la littérature, je me suis inspirée des principes transmédia, notamment le fait qu'il faille avoir une sérialité, création d'univers plutôt immersif, la présentation d'un point de vue différent, c'est-à-dire on avait un jeu sérieux présenté avec un certain nombre de points de vue, et là, il fallait mettre en avant un autre point de vue sur l'escape room. Et il fallait également pouvoir évaluer une sorte de performance suivant les éléments identifiables par l'expérience. C'est-à-dire, vu que j'observais une sorte d'engagement, il fallait que je puisse notamment mesurer s'il y avait une immersion, s'ils se sentaient immergés dans l'expérience, s'ils étaient satisfaits ou pas, par exemple. Et dans les principes de transmédia, il fallait également que j'observe une certaine logique. Et il y avait des logiques qui sont plutôt explicites dans l'expérience que j'ai proposée. Donc, la logique de divertissement, parce que, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il fallait trouver un atelier, en tout cas proposer un atelier pour l'événement scientifique. Donc, il y avait une logique de divertissement, mais il y avait également une logique de projection. Donc, ces deux logiques-là étaient explicites. La logique de projection, elle venait plutôt
permettre aux gens qui n'avaient pas encore, qui découvraient la multimodalité, de voir ce que c'est. Et pour ceux qui avaient déjà commencé à aller sur le jeu, d'avoir une représentation plus concrète et donc du coup de mieux se projeter par rapport à cette notion. Il y avait une logique implicite du coup qui était dans l'expérience en elle-même, c'était la connexion sociale parce que le jeu sérieux, c'est une personne en face d'un ordinateur qui va avoir son expérience individuelle. Pourtant, avec l'expérience d'escape room, il y avait une expérience sociale où il y avait plusieurs personnes dans une salle. Il y avait également la logique de technicité que j'ai appliquée dans la proposition de l'expérience. Je vais revenir là-dessus plus tard. Et également la logique d'immersion. Je me suis également inspirée du transmédia narratif avec les notions d'univers narratif, le fait de proposer plusieurs points d'entrée, et c'est ce qu'on retrouve avec l'escape room, avec les différentes énigmes qui sont proposées. Donc, il n'y a pas d'ordre précis. Les gens peuvent commencer par l'énigme par laquelle, pas qu'ils sentent, mais celle qu'ils ont retrouvée en premier. Donc, il y a plusieurs points d'entrée finalement qui sont proposés. Et la temporalité de l'immersion est propre, spécifique à chaque groupe. Et du fait de proposer une expérience de ce type, sous-entend une forme de participation. Et après, par rapport à l'évolution des gens dans le jeu, ou bien leur acceptation de participer, on voit finalement l'engagement dans un premier temps, et puis lorsqu'on on fait un retour d'expérience sur tout ce qui s'est passé, on observe également des formes d'engagement. Un autre élément qui m'a inspiré, c'est la notion de transmédia à médiamètre ou sans médiamètre de groupe Pierre, où il y a la possibilité de pouvoir prendre un média qui est porteur, si on peut le dire comme ça, et de pouvoir mettre autour des satellites, si je peux le dire ainsi, de médias pour pouvoir enrichir le médiamètre. Donc ça, c'est des notions que j'ai trouvées intéressantes également et que j'ai appliquées dans la proposition d'escape. Je me suis également renseignée sur l'escape room en lui-même. Donc, j'ai regardé ce qui se fait à la fois dans des centres de loisirs, mais également dans la littérature pour pouvoir renforcer et puis faire le lien avec l'esprit transmédia que je voulais transmettre. Et du point de vue du design, l'idée, c'était de pouvoir proposer une expérience engageante parce qu'il fallait que je mesure l'engagement, mais il fallait que je mette en avant le côté ingénierie plus en avant par rapport au côté esthétique. Parce que lorsqu'on parle en général de design, on a tendance en tout cas dans l'imaginaire populaire, on va mettre l'esthétique en avant et on ne va pas forcément voir le côté. En tout cas, il y a toujours un qui prime plus que l'autre. Donc, l'idée ici, c'était de se concentrer plutôt sur la partie ingénierie, sans bien sûr oublier le côté esthétique et de voir, du coup, dans ce cadre-là, comment les gens réagissaient par rapport à ça. Il y avait un enjeu important qui était ce qui a été énoncé dans la littérature de Philippot, c'était une ouverture des champs des possibles autour du transmédia. Donc, c'était aussi mon objectif, c'était de sortir un peu de ce côté jeu vidéo, film hollywoodien et de montrer le transmédia sur une autre facette qui finalement s'applique pour moi dans la vie de tous les jours parce que dans le cadre de la formation, c'est quelque chose que nous vivons tous les jours. Donc, montrer le transmédia sous une autre facette où il y a plusieurs médias, mais il y a également un élément important pour moi qui était l'humain qui lui enrichit l'expérience, qui donne le sens à l'expérience ou pas, qui va finalement présenter l'expérience sous son bon angle ou son mauvais angle. En tout cas, l'humain fait partie pour moi de, bon,
pas seulement de moi, mais c'était le postulat que j'avais et du coup, je voulais le montrer. Il y avait également un autre enjeu derrière ça, c'était de dire que l'expérience transmédia est finalement accessible d'un point de vue financier ou bien expérientiel, parce que, par exemple, lorsqu'on prend l'exemple des films hollywoodiens, il est possible d'accéder au backstage, donc à l'envers du décor, lorsqu'on a, par exemple, gagné un concours. En tout cas, c'est difficile. Pourtant, avec l'expérience transmédia Escape Room, l'idée, c'était aussi de montrer que le transmédia peut être, en tout cas, c'était une autre version. Ce n'était pas une compétition contre qui que ce soit, c'était plus dans l'idée de montrer le transmédia sous une autre facette. Donc là, je vais vous montrer le jeu sérieux en 1 minute. Je ne sais pas si directement depuis Zoom, c'est possible. Donc, je vais partager mon écran directement pour que vous ayez une idée du jeu. Donc, comme vous pourrez le voir, en tout cas comme vous l'avez vu, c'est un jeu finalement qui propose plusieurs modalités et j'ai tiré certains éléments pour garder finalement l'esprit de ce jeu-là pour proposer l'expérience d'Escape Room. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris pour l'expérience d'Escape Room des objets de la vie quotidienne, notamment j'avais une boîte à bijoux, une valise avec un cadenas. En tout cas, j'ai pris un certain nombre d'éléments du quotidien. J'ai associé à des éléments du jeu, en tout cas les éléments importants, notamment les outils, les stratégies et les lieux pour pouvoir construire l'expérience. Modéliser cette expérience-là, parce que je l'ai d'abord commencé au niveau de ma thèse et après, il fallait la décliner sur cette expérience-là. Donc, je me suis inspirée de certains modèles qui existaient et puis j'ai rajouté des couches, notamment la partie humaine qui ne ressortait pas dans les précédentes expériences. Dans l'expérience que j'ai proposée, donc là, je parlais tout au début de la logique de technicité. L'idée ici, c'était de pouvoir proposer une expérience en ayant pensé le parcours de l'utilisateur. Donc, j'ai pris, ça c'était des exemples de salles qu'on nous avait proposées. Et donc, du coup, par rapport aux différentes salles, j'essayais de créer le parcours. Là, c'est pour vous donner une image. Donc, je parlais tout à l'heure de coffret à bijoux, pour vous donner une image. Et puis, la salle en elle-même, au final, elle ressemblait à ça. Et vous avez là une visibilité de l'ensemble des éléments qui apparaissaient dans la salle. Donc, la trame narrative du jeu, c'était celle-ci. Vous voyez là à gauche. Et l'idée, c'était de présenter un certain nombre d'éléments pour pouvoir chercher dans la salle comme un jeu d'escape room classique, mais dans le but de montrer comment finalement se matérialise la multimodalité.
Donc, d'un point de vue empirique, j'ai testé l'expérience sur 10 personnes. Donc, mais ce qui est particulier dans ce pré-test, c'était que les personnes qui ont testé étaient différentes de celles qui ont expérimenté finalement l'expérience. Donc, c'est quelque chose qui est également observé dans la littérature. Et moi aussi, je le vérifiais parce que ce n'est pas souvent évident d'avoir les mêmes personnes à disponibilité pour faire l'expérience. Finalement, les participants à l'expérience, c'était 10 personnes et c'était plutôt, il y avait une majorité de femmes. Donc, l'expérience d'escape room était nouvelle pour 8 personnes sur 10 et ces personnes-là étaient entre 25 et 55 ans. Évidemment, comme c'était en présentiel, c'était dans une salle de classe en Île-de-France d'à peu près 50 mètres carrés. Et les participants étaient d'origine française, danoise et finlandaise. L'événement s'est déroulé le 5 juin. Et puis, la durée de l'expérience, il y a eu puisque les participants ont été séparés en deux salles, en deux groupes plutôt. Donc, l'expérience, il y a eu 5 minutes, 45 minutes de jeu et un débriefing. Et c'est ça, c'est cet ensemble-là qui constitue l'expérience. « 22 jours. Jusqu'à l'expérience du jeu, tout ça, ça m'a pris 22 jours. Et donc, quand je propose l'expérience, je pose la question, en tout cas aux participants, pour avoir leur retour. Et ce qu'il en ressort finalement, c'est que la moitié des participants n'avaient pas testé le jeu en ligne avant l'expérience physique et ils ont pu identifier les principes de la multimodalité avec l'escape game. Donc, pour 6 personnes, la compréhension de la multimodalité s'est améliorée grâce à l'escape game, même si certains n'ont pas eu l'impression de pratiquer la multimodalité pendant le jeu, ce qui est plutôt bien parce que tout de suite, on le voit là, voilà, on le voit où ils disent que l'immersion s'est fait très rapidement pour une bonne partie. Donc, ce qui est intéressant aussi ici, c'est de voir que l'expérience d'escape room, ce n'est pas juste le jeu, mais c'est l'ensemble, comme je disais tout à l'heure, où il y a cette introduction et le débriefing qui fait partie de l'expérience, où les gens se rendent compte finalement, ou même le questionnaire qui permet de se rendre compte finalement de la question de départ qui était apprendre des notions de multimodalité. Là, on se rend compte avec les réponses, c'est que les participants ont des comportements différents en fonction des environnements. Dans la vie de tous les jours, les personnes peuvent être leaders, conseillers, etc. Et dans le jeu, ils ont des comportements différents. Ce sont des choses qui peuvent également être observables dans ce type d'expérience. La particularité, c'est que, j'étais dans la proposition, j'étais à la fois le concepteur, le chercheur, le maître du jeu. Donc, c'est assez difficile de l'expérimenter sur un gros échantillon. Donc, par contre, ce qui est intéressant à voir en plus, c'est que les groupes avaient des fonctionnements différents. Donc, quand on voit dans le premier groupe qu'ils respectaient les consignes de jeu, ils communiquaient de manière fluide, ils se répartissaient les actions très facilement et du coup, à la fin, ils ont résolu 3 énigmes sur 4. Avec le deuxième groupe, c'était tout à fait différent. Donc, finalement, on revient à ce que je disais au départ, où c'est l'humain finalement qui donne le sens de l'expérience. Dans un groupe où il respecte la consigne, où la communication est fluide, finalement, les choses se passent mieux. Et dans un groupe où, par exemple, c'était marqué ne pas toucher les indices, ne pas les déplacer, ils ont tout déplacé, ils ont mis à un niveau, à un endroit, et puis finalement, ça s'est passé différemment. Mais au final, ils ont pu résoudre 2 énigmes sur 4. Donc, s'il faut retenir quelque chose de cette expérience, c'est que, bien évidemment, comme l'échantillon n'était pas considérable, c'est un frein parce qu'il y a un certain nombre d'éléments que je n'ai pas pu observer. Et du fait que je sois à la fois formatrice, chercheur, tout ce qu'on veut, en même temps pour
l'expérience était assez limitante. Par contre, j'ai pu extraire une expérience transmédiatique et pour montrer finalement comment une œuvre transmédiatique théorique peut être adaptée, voire même enrichie en présentiel. Surtout qu'aujourd'hui, on a tendance à mettre en avant le numérique, donc c'était aussi une façon de montrer qu'avec le présentiel, il y a toujours matière à faire. Cette expérience permet également d'élargir l'approche transmédia au contexte de la formation pour les adultes, parce que les expériences qui sont souvent menées sont plus sur les moins jeunes. Et donc là, de montrer en plus en formation, c'est ma modeste contribution. Et un autre apport, c'était au niveau de l'observation de la perception des bénéficiaires qui, pour le coup, co-réalise parce que ce que j'ai appris de cette expérience-là va me servir pour la prochaine expérience. Donc, ils sont finalement co-concepteurs de l'expérience transmédia et on ne s'attarde pas forcément sur leur perception. Donc, c'était aussi intéressant d'avoir leur observation, en tout cas de recueillir l'observation de ces personnes-là sur ces expériences transmédia. Et l'idée, c'est que par la suite, je puisse enrichir et pourquoi pas faire des captations. Tout à l'heure, on parlait de transvisagéité, si j'ai bien prononcé, donc pouvoir faire des captations, pas pour regarder des avatars, mais de regarder des vraies personnes pour voir comment elles se comportent dans des expériences transmédia. Je vous remercie pour votre attention. Merci Daniel, merci pour le respect du timing. Je donne la parole à l'auditoire s'il y a des questions. Je vois beaucoup de remerciements dans le chat, donc c'est bien, on a une audience très participative et encourageante. Mais est-ce qu'il y a des questions aussi pour créer un peu de dynamique, ou sinon je me lance, hein, mais... Moi, j'avais une première question, mais c'est plus une question de clarification, parce que tu poses en fait l'objectif de l'expérience ici autour de la multimodalité. Alors, c'est un concept qui est notamment beaucoup utilisé en didactique, mais quels étaient en fait les objectifs? Parce qu'au-delà d'apprendre ce qu'est la multimodalité, quel était en fait vraiment l'intérêt majeur de l'expérience de finalement savoir distinguer différents modes, différents formats médiatiques ou autres derrière ce concept-là. Donc c'est là, j'aimerais bien un peu juste un élément de définition pour voir aussi le cadrage en fait de l'expérience par rapport à ces objectifs-là. Oui. En fait, ce qui se passe, c'est que la multimodalité s'apprend dans l'expérience. Et moi, ce que je vous ai présenté, c'est comment j'ai conçu l'expérience qui permettait de voir cette multimodalité. Donc, dans l'expérience, ce qui s'est passé au niveau de la multimodalité, donc, pour la définir de manière littérale, donc c'est une représentation, comme on a pu voir dans le jeu, de plusieurs modes. Donc, un mode, c'est un assemblage à la fois de lieux, de stratégies et d'outils. Donc, par exemple, le lieu, ça peut être la salle de classe. L'outil, ça peut être la vidéo. Et puis, la stratégie, c'est de faire, par exemple, un débat. Donc, ce mode-là constitue, et ça, c'est des choses qui étaient proposées par le jeu, constitue un des modes qui permet d'avoir un engagement. Donc, ça, c'est déjà défini, mais par rapport aux objectifs de la formation, par exemple, l'engagement peut être fort ou élevé. Si, par exemple, tu proposes un mode qui a un engagement fort alors que le besoin est un engagement faible, ça ne va pas forcément avoir le même rôle. Donc, du coup, à travers le jeu, non seulement ils sont exposés à différents modes, mais ils ont un assemblage à faire qui permet d'arriver à un mode qui est engageant selon le besoin qui était proposé par la trame narrative du jeu. Donc ça, c'est le contenu qui permettait de voir finalement ce concept de multimodalité. Ok.
Ce n'est pas tout à fait le sens que moi j'en connais par des collègues didacticiens qui utilisent plutôt ça dans les modes expressifs, texte, image, son, graphie, etc. et combinaison. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais ok, ça clarifie un petit peu la perspective. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est aussi le cadrage théorique qui est fait au début. Enfin, voilà, moi, ça montre aussi qu'en fait, dans les exercices de conception, c'est intéressant de revenir. Alors après, le concept de transmédia, tu reviens dessus à la fin pour quelque part faire la conclusion là-dessus, mais on l'a surtout senti dans le cadrage théorique, en fait, qui a été finalement cette notion-là de transmédia, même si c'est pas quelque chose de réflexif dans l'analyse forcément. Il y a d'autres concepts que tu mobilises. Ça, en tout cas, ça a participé à la conception ici du jeu d'évasion. Moi, ce qui m'a... Enfin, après, j'avais évidemment plein de questions sur... derrière le jeu d'évasion, qui est un format général, quels étaient, on a vu quelques bribes en fait des éléments de narration, des types aussi de formats utilisés qui sont classiques, tu mets cadenas, etc. Et du coup, moi, ça m'a amené la question, quelle est ta définition, toi, de ce qu'est un jeu? Alors, je ne vais pas rentrer dans le grand débat là-dessus, parce qu'on peut avoir différentes perspectives sur le jeu. Moi, ayant une perspective plutôt phénoménologique, c'est quelque chose qui m'intrigue toujours dans cette volonté d'amener du jeu, et notamment des jeux comme les escape games, qui sont des forces contraintes, avec des timings, 1 heure, on enferme les gens, on leur fait faire des choses. Et puis, on dit, mais est-ce que... Parce que entre... pour moi, on est plus dans une expérience qui va être d'ordre de la ludification, du quiz ludifié, on l'a vu, ou que dans le jeu pris en tant que phénomène. Donc, je m'étais demandé, par rapport aux données que tu as pu récolter, quelles étaient vraiment, au-delà de parler d'expérience engageante ou de multimodalité engageante, quels étaient vraiment l'engagement des gens dans l'expérience, et comment est-ce que tu mesurais ça au-delà de l'autodéclaratif, c'est-à-dire est-ce que c'était dans vraiment une participation active, quels étaient les indicateurs de ça? Parce qu'on sait qu'on peut mettre d'un côté toute une série de constituants qui vont être des facteurs de jouabilité, on va le dire ça de manière un peu... Mais ça va pas forcément créer un jeu. L'engagement, il n'est pas forcément automatique. Et donc, quels étaient les indicateurs de ça et les objectifs de ça par rapport à l'expérience? Oui. Bon, par rapport déjà à la partie escape game qui nécessite un enfermement, ce que je fais toujours déjà dans mes jeux, c'est de mettre une sorte de notice où la porte, je notifie la porte est ouverte, donc il n'y a pas d'enfermement à proprement parler. Donc on est dans une salle de classe comme une salle de classe classique où la porte elle est juste fermée mais pas à clé, donc la personne, si elle sent qu'elle ne peut plus rester dans ce cadre-là, elle peut sortir. Ça, ouais. Déjà, c'est une clarification que je fais aussi pour des questions éthiques. Ensuite, sur la notion de jeu, moi, ce que j'ai fait au niveau des collectes des informations, c'est que j'ai procédé déjà à plusieurs échelons. Donc, j'essayais déjà de savoir au niveau de la multimodalité quelle était leur perception. Je ne l'ai pas montré là, mais j'ai également essayé de savoir qu'est-ce qui les a poussés à s'inscrire finalement à cet atelier d'escape game. Il y avait certains qui venaient par curiosité, parce qu'ils voulaient également faire ce type d'expérience avec leurs jeunes. Donc, du coup, c'était intéressant de savoir comment ça se passe. D'autres qui venaient pour effectivement voir la multimodalité. Donc, il y avait plusieurs motivations au départ. Et après, je leur demande comment vous avez vécu l'expérience d'escape room en dehors de la multimodalité. Et puis, il y a une bonne partie qui a trouvé ça intéressant. Donc, l'engagement, je le mesure à plusieurs échelons. Et l'observation également que je fais dans les comportements de jeu me permet également de voir. C'est pour ça que je trouve que c'est plus intéressant d'avoir la captation vidéo parce qu'il y a ce côté un peu subjectif qui se crée parce que je suis immergée aussi dans l'expérience. Mais quand je regarde les participants, en tout cas, je compare les deux groupes, je vois qu'une fois qu'ils ont déjà leur motivation personnelle que je ne connaissais pas avant de collecter les données, ils se retrouvent
vous avez vu, il y avait plusieurs nationalités. Certes, pour certains, ils ne se connaissent pas. Et donc, par rapport à l'expérience de jeu, ils doivent atteindre un objectif. Donc, à partir de ce niveau-là, je ne suis plus maître de quoi que ce soit. Et c'est finalement leur envie de trouver des énigmes, de répondre aux questions qui ont été posées, qui fait que finalement, ils se retrouvent à, pour certains, 3 énigmes sur 4. Et donc, l'engagement se produit de manière progressive. Et c'est pour ça que je trouve aussi intéressant de mettre souvent l'humain au centre de ces expériences, parce que c'est lui finalement qui porte, et c'est pas moi. Moi, j'ai juste mis à disposition un cadre favorable à l'engagement, et c'est finalement eux qui ont adhéré en fonction de l'environnement dans lequel ils se sentent à l'aise. Ok. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière question avant que peut-être je redonne la parole à Anne gagne bien. Ah, j'avais pas vu les mains levées. Anne? Oui, ben, c'est pas grave, merci. Merci beaucoup. J'ai juste une toute petite question. Vous avez abordé la question notamment de la co-réalisation. Oui. Et j'aurais souhaité que vous parce que ça fait le pendant justement avec l'engagement, comment vous l'avez, est-ce que vous l'aviez souhaité, mise en place, comment vous l'avez observé aussi? Alors, merci. Merci pour la question. Dans cette expérience, je ne l'ai pas mesuré, mais dans mon expérience précédente, notamment dans ma thèse, je l'ai mesuré parce que à chaque fois, c'est les personnes qui expérimentent l'expérience qui enrichissent pour les personnes suivantes. Donc, c'était important de savoir comment les personnes qui m'ont permis finalement de proposer l'expérience que je propose pour l'événement ont ressenti les choses, qu'est-ce qu'ils imaginent pour améliorer. Et je le fais aussi quelque part parce que sur cette expérience, parce que je leur demande quels sont les points d'amélioration. Selon eux, bon, je ne sais pas si c'est parce que pour la plupart, ils découvraient l'expérience d'Escape Game, ils n'avaient pas grand-chose à dire, ils disaient le temps. Bon, le temps, c'était aussi les contraintes de l'événement, donc je ne pouvais pas forcément modifier. Mais ce sont des éléments que je ne peux pas forcément mesurer systématiquement. Donc, si c'était quelque chose, à partir du moment où je vais sentir, par exemple, que l'expérience d'escape room, pour moi, elle est complète, il n'y a plus des éléments d'amélioration, je ne vais plus forcément solliciter cette notion de co-réalisation. Mais à partir du moment où je tiens encore compte de cet élément-là, je juge que c'est nécessaire au moins d'en parler parce que ces personnes ont contribué à ce que l'expérience à chaque fois s'améliore pour les autres. Donc, ça pourrait corroborer aussi à des sortes de préconisations pour votre futur projet, finalement. Oui. Ok, merci.